Alors, nous allons commencer nos travaux par le rapport de la Commission du travail et de la formation professionnelle et de la Commission des finances et du budget sur le projet de délibération relatif au compte financier 2009 de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Alors, je n'ai pas ma secrétaire qui a laissé un pouvoir, mais donc je propose que ce soit le président ou le rapporteur d'une des deux commissions. Qui sont-ils? Monsieur Lanier. Monsieur Lanier. Oui, merci Monsieur le Président. Ah oui. Donc nous prenons le rapport en page 18, c'est ça? Dans une intervention préalable, M. Sanchez souligne le caractère trompeur du montant élevé du fonds de réserve de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui pourrait laisser croire que cet établissement est riche. Il relève ainsi que cet établissement public, sui generis, dispose de l'autonomie financière, ce qui l'oblige à financer sur fonds propres la quasi-totalité de ses investissements. Évoquant la future extension du siège de la CMA, il indique que son coût est estimé aux alentours de 200 millions de francs et précise qu'une participation de 80 millions de francs est attendue du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui portera la part de la CMA aux alentours de 120 millions de francs qui proviendront pour l'essentiel de ce fonds de réserve. M. Sanchez rappelle que le projet d'extension du centre de formation fait toujours l'objet d'un blocage depuis 3 ans, un boîte à bout ayant été installé sur le site retenu. Il indique qu'en cas de levée de ce blocage, il conviendra de prendre en compte l'augmentation des coûts de construction intervenue depuis la conception du projet, ce qui portera le budget au-delà des 550 millions de francs qui étaient prévus pour atteindre 850 à 900 millions de francs. Ce différentiel viendra également impacter le fonds de réserve de la CMA. Il précise qu'une fois ces deux investissements réalisés pour un montant estimé entre 450 et 500 millions de francs, le reliquat du fonds de réserve de la CMA constituera une marge de sécurité égale à 3 mois de financement du fonctionnement de l'établissement. Dans la discussion générale, et après avoir souligné que le fonds de roulement lui paraît extrêmement confortable, votre serviteur informe les commissaires que, s'agissant du blocage du chantier de l'extension du centre de formation, une évolution positive semble prendre corps. En réponse à Mme Robineau, M. Germain confirme qu'un accord sur ce dossier avait été trouvé de longue date, mais indique que de nouveaux éléments de blocage se font jour à mesure qu'on approche d'une solution définitive. Le membre du gouvernement s'engage à ce qu'un point de situation soit effectué lorsque le projet de texte sera examiné en séance publique. En réponse à Mme Robineau, M. Sanchez précise que la date limite avant laquelle le chantier doit être engagé afin de ne pas perdre le bénéfice des sommes allouées par le FED semble faire l'objet d'analyses divergentes, certains partenaires retenant 2011 alors que d'autres retiennent 2012. Mme David regrette que la plupart des administrations restent concentrées sur Nouméa, contribuant ainsi à l'engorgement du centre-ville. Ne serait-il pas opportun d'envisager la construction de cette extension sur les communes de la périphérie de Nouméa? M. Sanchez indique que 3 critères plaident pour que l'extension du centre de formation prenne place sur le site de Nouville. Nouville est actuellement une zone universitaire et sera appelée à se développer, notamment en accueillant la future faculté des métiers, projet porté par la CCI. L'apprentissage professionnel engendre des besoins importants en termes d'hébergement. Or, la zone de Nouville bénéficiera, après les Jeux du Pacifique de 2011, de la reconversion du village des Jeux en une structure d'hébergement à destination des étudiants et peut-être des apprentis de la CMA. La proximité du site, enfin, retenue avec les installations existantes de la CMA, favorisera une notable économie d'échelle. L'ensemble des structures administratives serait conservé au sein des bâtiments actuels, l'extension ne concernant que les ateliers. En réponse à Mme David, M. Sanchez précise qu'il n'y a pas eu 11 465 créations d'entreprises en 2009, ce nombre correspondant en réalité au nombre d'entreprises existantes en 2009. Ces entreprises sont réparties entre 4 secteurs. Le bâtiment, qui représente 60% des entreprises artisanales, les services, qui en représentent 20%, l'alimentation, qui représente 15%, et la production, qui représente 5%. S'agissant des immatriculations et radiations, M. Sanchez indique que le solde est toujours positif, le nombre d'immatriculations entre 1500 et 1600 par an étant toujours supérieur au nombre de radiations entre 1100 et 1200 par an, ce qui laisse apparaître un solde positif de 300 à 600 entreprises supplémentaires chaque année. La répartition géographique montre que 80% des entreprises sont situées en province sud, 15% en province nord et 5% en province des îles Loyauté.
Le taux de survie des entreprises non accompagnées se situe à hauteur de 40%, alors que le taux de survie des entreprises accompagnées s'élève à 60%. L'augmentation des créations d'entreprises sur la zone VKP dans les secteurs du bâtiment et des services s'établit à près de 25% ces 3 dernières années. À la demande de Mme Robineau, M. Sanchez précise que le régime social des indépendants, RSI, est un système de retraite par répartition qui a été institué il y a 3 ans en métropole afin de prendre en charge l'ensemble des travailleurs indépendants de métropole, mais également des départements et territoires d'outre-mer, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Dans la perspective de la mise en œuvre localement d'un dispositif équivalent et compte tenu de la typologie particulière de l'artisanat calédonien, l'étude qui avait été engagée par le gouvernement Martin a été poursuivie par l'actuel exécutif sous la responsabilité de M. Dunoyer. La CMA a donc pris la tâche des responsables du RSI afin d'organiser leur venue en Nouvelle-Calédonie et d'affiner les données dont cet organisme dispose. M. Sanchez précise que le président de la CMA a remis aux responsables du RSI un dossier complet comprenant les données statistiques et démographiques relatives aux travailleurs indépendants de Nouvelle-Calédonie, ce qui devrait permettre de concevoir un pré-projet de régime de retraite par répartition en Nouvelle-Calédonie au bénéfice des travailleurs indépendants. Mme Robineau observe que 80% des travailleurs indépendants disposent de petits revenus et cotisent souvent au RUAM pendant 5 ans, ce qui leur permet de percevoir le minimum de solidarité retraite dont le financement est assuré par la Nouvelle-Calédonie. Elle estime que la mise en place d'un RSI local diminuerait par conséquent les dépenses de la Nouvelle-Calédonie dans des proportions significatives. Les commissions procèdent ensuite à l'examen du projet de délibération. Je vous remercie. Le membre du gouvernement a-t-il quelque chose à ajouter? Merci, Monsieur le Président. Je m'étais engagé donc en commission à vous faire un état sur le blocage qui était sur le terrain avec la famille Bétoé, pardon, j'ai un trou. Donc chacun a pu le voir, notamment dans la presse, qu'une solution a été trouvée qui consiste à l'attribution d'une parcelle de terrain à la famille et la construction d'un logement par la SIC, et les crédits nécessaires ont été inscrits au BP 2011. Donc le terrain devrait être disponible dans les semaines qui viennent et plus rien ne s'oppose à la construction du centre. Merci. Y a-t-il des observations? Demande de parole? Non. Nous passons donc à l'examen du projet de délibération relatif au compte financier 2009 de la Chambre de métiers. Article 1er, sans observation de la Commission, avis favorable, pas d'opposition, la Commission permanente a adopté. Articles 2, 3 et 4, sans observation et favorable des commissions, pas d'observation de la Commission permanente, pas d'opposition, la Commission permanente a adopté. Bien, alors à la demande du membre du gouvernement chargé de l'économie, je vous propose de passer à l'examen du projet de loi Cellier. Où est-ce que j'ai mis ça d'ailleurs? Alors, on m'a signalé l'urgence qu'il y avait à donner un avis sur ce projet. Monsieur Thiroux, le juriste du Congrès, pourra vous l'expliquer. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réuni la commission de la réglementation économique et fiscale. Donc on va vous expliquer quel est ce projet. Donc je suppose que c'est la direction des services fiscaux vous-même. Et ensuite on vous expliquera le problème de l'urgence et ensuite nous discuterons pour donner un avis. Donc est-ce que le membre du gouvernement ou l'administration souhaite nous expliquer en quoi consiste ce projet? On va demander aux services fiscaux de faire une présentation rapide. Oui, Monsieur le Président. Donc en fait, le projet d'ordonnance aménage le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif, autrement appelé dispositif Cellier.
Pour rappel, ce dispositif permet aux personnes physiques domiciliées fiscalement en métropole de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'ils acquièrent ou font construire un logement neuf. Excusez-moi, oui. Un débit plus lent parce que c'est toujours compliqué. D'accord. Voilà, merci. Ok. Donc, pour rappel, le dispositif cellier permet aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France d'obtenir une réduction d'impôt lorsqu'ils font construire ou acquièrent un logement neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, avec, pour contrepartie, un engagement de louer le logement nu à usage d'habitation principale pour le locataire, et ce pendant une durée de 9 ans. En contrepartie, donc, il a une réduction d'impôt qui est limitée à une base de 300 000 euros, à savoir 35 800 000 francs. Cette réduction d'impôt a un taux de 25% si les investissements sont réalisés entre 2009 et 2010, ou de 20% s'ils sont réalisés entre 2011 et 2012, est étalée sur 9 ans. L'ODEOM, la loi de développement économique outre-mer, du 27 mai 2009, a permis une extension géographique dont bénéficiait la Nouvelle-Calédonie, et une extension dans le temps. Une extension dans le temps dans la mesure où la date limite d'un investissement est portée au 31 décembre 2013, quel que soit le secteur locatif, que ce soit le secteur locatif libre ou intermédiaire. Alors qu'est-ce que le locatif intermédiaire? En fait, c'est location de logements qui sont conditionnés par les ressources du locataire, donc qui permettent à des locataires en fait qui ont des loyers moyens ou faibles de bénéficier de cette location. Et aussi sous condition de loyer. C'est-à-dire en fait il y a un loyer qui ne doit pas dépasser une certaine limite en fonction de la surface. Donc la LODEOM, extension géographique, donc bénéficie de la Nouvelle-Calédonie, extension dans le temps, mais aussi majoration du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est porté à 40%, alors qu'il était à 25 ou 20% précédemment, donc pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011, et le crédit d'impôt est porté à 35%, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2013, quel que soit le secteur locatif, ou jusqu'au 31 décembre 2017 pour les locations dans le secteur intermédiaire. L'ordonnance le projet d'ordonnance qui est soumis donc aujourd'hui ramène l'engagement de location de 9 ans à 5 ans. Et donc ça a un effet direct en fait sur le montant de la réduction d'impôt, puisque la réduction d'impôt n'est plus étalée sur 9 ans, mais elle est étalée sur 5 ans. Donc c'est véritablement en fait une incitation pour les contribuables domiciliés fiscalement en métropole d'investir donc dans les les territoires qui ont bénéficié de l'extension géographique, et notamment la Nouvelle-Calédonie. Une petite précision simplement concernant la DDOF, qui est soumise à l'examen du Conseil d'État la semaine prochaine. Il est prévu un droit fixe pour les investisseurs celliers au lieu du droit proportionnel à 4%. Il y aura un amendement en fait sur la durée minimale d'engagement de location qui sera ramenée là aussi à 5 ans pour bien coller en fait avec les effets de cette ordonnance. Voilà pour la partie fiscale en fait du dispositif cellier de l'ordonnance. Bien, donc on comprend que toutes ces dispositions sont favorables à la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Germain. Oui, juste quelques présidents, Monsieur le Président. Effectivement, la loi cellier a pour objectif de se substituer dans le temps à ce qu'on avait jusqu'à présent dans le logement libre et intermédiaire appelé la loi Girardin, qui a exclu le logement intermédiaire suite à l'adoption de la LODEOM. La spécificité entre la loi cellier et l'ancienne loi Girardin, c'est qu'effectivement, en métropole, la loi cellier est un investissement dit patrimonial, c'est-à-dire que les contribuables français métropolitains investissent dans des logements sous les conditions qui ont été exposées, et au final, après la durée de 9 ans de locatif, récupèrent un patrimoine qu'ils conservent ou qu'ils peuvent décider de vendre.
Les dispositifs pour Girardin, pour la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie ont été plutôt des dispositifs d'optimisation fiscale. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui sont faits en Nouvelle-Calédonie via des sociétés de portage type SCI et qui ne sont pas des investissements, pour 95% des cas, patrimoniaux, mais uniquement de bénéficier de l'optimisation fiscale. Donc, c'était important pour la Nouvelle-Calédonie dans cette ordonnance que le mécanisme permis par l'État permette en Nouvelle-Calédonie de continuer à proposer des investissements non pas patrimoniaux mais d'optimisation fiscale, parce qu'effectivement chacun peut comprendre qu'un métropolitain aura beaucoup plus de mal à investir en Nouvelle-Calédonie dans un appartement ou un logement dans un objectif de le conserver dans son patrimoine, alors qu'il peut le faire plus facilement si c'est uniquement une optimisation de son impôt en métropole. Donc nous avions demandé par différents canaux et très officiellement par le président du gouvernement ces 3 modifications par cette ordonnance. La première était donc de ramener de 9 ans à 5 ans la durée minimum obligatoire de location pour permettre de se rapprocher du dispositif Girardin. Nous avions demandé également la possibilité justement de faire des montages et des portages en SCI pour que ce que je viens d'expliquer soit possible, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à avoir une optimisation fiscale et non pas forcément un investissement patrimonial. Et enfin, la loi Sellier pose dans les conditions d'éligibilité des conditions de normes de construction et notamment des normes de construction respectueuses de l'environnement et notamment en termes de comment s'appelle de protection contre les températures, d'isolation thermique particulière en métropole. Donc l'ordonnance qui nous est proposée aujourd'hui et qui nous est proposée dans l'urgence, puisque l'État a jusqu'au 30 novembre pour prendre cette ordonnance, ce qui nous oblige à rendre un avis très rapide si on veut espérer qu'ils prennent en compte certaines de nos observations. Cette ordonnance répond partiellement à notre demande. Elle répond en particulier sur un point, donc abaisser la durée de location de 9 à 5 ans, mais elle ne répond pas à la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de faire des montages en SCI et seulement en SCPI qui qui est favorable uniquement pour des bailleurs sociaux ou des grands lotissements, puisque c'est un montage beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lourd, et reste muette sur les normes de construction. Ce qui pourrait rendre, dans certains cas, si l'ordonnance n'était pas modifiée ou s'il n'y avait pas par voie de circulaire ou par un autre moyen des spécificités ou des exclusions pour la Nouvelle-Calédonie, restreindre le champ d'application de la loi Sellier et le rendre, dans certains cas, quasiment inapplicable. Donc nous, et je pense que vous avez reçu l'avis que vous avez demandé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la lettre qui vous a été transmise par le président du gouvernement, qui vous propose de faire deux recommandations à l'État, notamment donc sur les caractéristiques techniques et deuxièmement sur le montage en société civile immobilière. Bien, je vous remercie. Donc on ne lira pas ce courrier puisque vous-même et le représentant des services fiscaux finalement l'avez bien résumé. Je suis donc complètement d'accord avec vous pour dire que la commission permanente devrait faire les recommandations que vous indiquez, parce que l'inquiétude du député Gaël Yano, c'est que de ne pas donner l'occasion au ministère des Finances, à Bercy,
de repousser pour étude ce dossier et ainsi de faire qu'il ne soit pas adopté avant le 30 novembre, ce qui nous ferait perdre un an. Et donc la solution que nous recherchons, que j'ai recherchée avec M. Thiroux, c'est effectivement de trouver le moyen à la fois de donner un avis très favorable, puisque tout est favorable, mais en même temps de faire des recommandations pour l'application du texte, pour inclure les propositions du gouvernement. Voilà. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole sur ce sujet, M. Thiroux? Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour vous préciser, on vient de vous distribuer quelques documents, là, 3 documents. En réalité, d'une part, une version consolidée de l'article 199 7 vicies du Code des impôts qu'il est proposé de modifier à travers cette ordonnance. On a fait ce travail au niveau des services du Congrès parce qu'il faut reconnaître que les dispositions générales du Code général des impôts sont un peu difficiles à lire. Ça vous permettra, cette version consolidée, de voir ce qui est proposé, mais de voir également qu'au grand 2 de l'article 199 7 vicies du Code des impôts figure la condition posée de respect des normes de construction métropolitaine évoquées par Monsieur Germain. Vous avez également, on vous a distribué également le projet d'avis qui a été rédigé à ce stade de façon très simple, un avis favorable sans remarque particulière, sans observation particulière, mais on peut, si vous le souhaitez, l'amender et le compléter pour y ajouter les 2 observations qui ont été formulées. Et on a dû vous remettre également copie de la lettre du président du gouvernement que nous avons reçue hier et distribuée, enfin mise dans les casiers hier, mais si jamais quelqu'un n'avait pas pu la recevoir, vous pourrez en prendre connaissance. Sur les 2 observations qui ont été formulées, on pourrait ajouter dans le projet, dans l'avis qui serait formulé par la commission permanente, les 2 points, en indiquant sur le principe qu'on est favorable, ou très favorable si vous souhaitez qu'on insiste particulièrement sur ce point, et y ajouter 2 observations complémentaires qui seraient avancées comme des observations pour améliorer l'application du dispositif proposé à travers l'ordonnance. Donc j'ai préparé une rédaction là très rapidement. Si vous êtes d'accord, je vous en donne lecture et vous me dites si ça vous convient. Allez-y. Alors, donc ça donnerait la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réunie le 18 novembre 2010 et émet un avis favorable ou très favorable, comme vous voulez, sur le projet d'ordonnance, etc. Et on y ajouterait, pour améliorer l'application du dispositif, la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie formule les 2 recommandations suivantes. Premièrement, compte tenu de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de normes de construction, article 22 premièrement de la loi organique, et de la compétence des provinces en matière d'environnement, il paraît souhaitable d'adapter les dispositions du grand 2 de l'article 199 7 vicies du Code général des impôts en y indiquant que la réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes à la réglementation applicable sur le lieu de la construction, en lieu et place de l'actuelle référence aux prescriptions de l'article L111-9 du Code de la construction et de l'habitation qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement, il est également souhaitable que les opérations puissent être menées localement au travers de sociétés civiles immobilières qui porteraient les opérations avec chaque personne physique métropolitaine qui en serait actionnaire. En effet, le projet d'ordonnance dans sa rédaction actuelle ne permet pas les montages en SCI. Les SCPI appropriés pour des opérations de grande envergure s'avèrent complexes à mettre en œuvre pour des opérations de moindre envergure, notamment pour des opérations de logement intermédiaire. Est-ce que cette rédaction vous convient ainsi qu'aux services compétents C'est une reprise assez fidèle des observations qui figurent dans le courrier du président du gouvernement. Bon, donc ça reprend le courrier du président du gouvernement. Le commencement de la phrase, s'il vous plaît, après le... Pardon. Ça donnerait, pour améliorer l'application du dispositif, la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie formule les 2 recommandations suivantes. Oui, ça me convient, M. Germain. Oui, tout à fait. On pourrait peut-être rajouter une précision, notamment quand on parle des SCI, puisque les SCI sont applicables en métropole.
Donc on pourrait dire à l'instar des dispositions métropolitaines. Ouais. En métropole, on peut investir par SCI pour bénéficier de la cellier. Oui. Et ici, ils nous en privé. Oui. Oui, il faut que la SCI soit domiciliée en métropole. Donc, ce qui pose un problème au niveau des opérateurs ici, puisque donc on perd la main sur le. Alors, comme il y a une convention fiscale entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, ça ne devrait pas poser de problème d'avoir la domiciliation de la SCI donc en Nouvelle-Calédonie, comme c'est fait dans la loi Girardin. On peut le faire dans la loi Girardin. Pourquoi, au niveau du cellier, on devrait avoir une SCI en métropole si on prend l'option SCI? Est-ce que vous pourriez nous recommander une rédaction ou bien Et d'ajouter au niveau de la SCI domicilié en Nouvelle-Calédonie. On peut peut-être faire très simple. On pourrait rajouter, comme le suggérait M. Germain, à l'instar des dispositions métropolitaines, etc., dans tout le paragraphe sur les SCI. Mais si vous voulez, je peux vous redonner lecture de l'ensemble pour que vous me disiez si ça vous convient. D'accord. Ça donnerait en fait au début du paragraphe relatif au SCI que je vous ai proposé, à l'instar des dispositions métropolitaines, virgule, etc., etc. Ou équivalentes, si vous voulez. Oui, c'est ça. Il faut que les opérations puissent c'est bien le localement, être menées localement, ça veut dire avec un outil juridique local. Donc c'est ça qui est important. Alors je relis, à l'instar des dispositions métropolitaines équivalentes, virgule, il est également souhaitable que les opérations puissent être menées localement au travers de sociétés civiles immobilières, etc., etc. Ça vous convient? C'est bon. Donc nous retenons cette rédaction. Voilà, je crois que l'avis vient d'être donné, accompagné des recommandations. Est-ce que vous avez besoin de les relire? C'est pas la peine, tout le monde est d'accord? Oui, Monsieur Thiroux. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez qu'on mette avis favorable ou très favorable? Mettez très favorable. Très favorable. D'accord. Ou alors fin favorable. Par ailleurs, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire à propos des avis qu'on rend sur les projets de loi et d'ordonnance, les groupes politiques qui le souhaitent ont 24 heures pour nous remettre une opinion qu'ils souhaiteraient voir annexée à l'avis qui sera communiqué à l'État. Voilà. Écoutez, je vous recommande de ne pas donner d'opinion et de laisser partir l'avis comme ça. Bien. M. Germain, merci. Donc nous prenons. Quel est le prochain rapport lors du jour? Proposition de délibération numéro 9. La proposition de délibération numéro 9 qui consiste à quoi? À autoriser le président du Congrès à transiger sur les... D'accord. Alors il s'agit du rapport de la Commission des finances et du budget numéro 85 du 5 novembre 2010, dont la présidence a été assurée par M. Michel Lanier. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, je passe la parole à notre rapporteur, M. Philippe Michel. Donc on est en page 6 du rapport. Dans un propos liminaire, s'agissant des transactions relatives au licenciement de collaborateurs politiques, M. Thiroux, directeur des services de l'hémicycle, précise le montant des indemnisations transactionnelles proposées. Donc proposition de transaction entre M. Jean Wanan-Emily et le Congrès, 1 811 167 francs équivalent à 7 mois de salaire et la prise en charge des frais d'avocat. M. Thiroux souligne que ce montant est nettement inférieur au montant initialement réclamé par l'intéressé, 5 millions 2. Proposition de transaction entre Mme Nicole Robineau et le Congrès, 2 350 000 francs. M. Thiroux souligne que ce montant est équivalent à 7 mois du salaire perçu à l'époque par l'intéressé. Il rappelle que l'indemnisation dommages et intérêts des collaborateurs politiques telle qu'elle est prévue par le Code du travail est égale au minimum à 6 mois de salaire. En pratique, le juge semble être toutefois de plus en plus sévère vis-à-vis des institutions et accorde des indemnisations plus importantes. Une décision récente concernant un collaborateur politique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se traduit par l'octroi du minimum légal de 6 mois de salaire auquel le juge a ajouté 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Selon lui, ces informations montrent que la solution transactionnelle ici proposée est avantageuse pour l'institution. Dans la discussion générale et en réponse à M. Lanier qui souligne la faible ancienneté de Mme Robineau, le directeur du Chémy,
indique que l'indemnisation minimale obligatoire qui aurait été attribuée par le juge à l'intéressé est de 6 mois de salaire. La transaction ici proposée ajoute 1 mois de salaire à ce minimum légal, ce qui, compte tenu des économies générées par l'absence de procédure contentieuse, reste avantageux pour l'institution. Par ailleurs, M. Thiroux souligne que cette proposition de délibération est formulée par l'administration du Congrès et précise que les groupes politiques dont dépendaient les collaborateurs sont restés étrangers à cette démarche. M. Michel souhaite savoir si la commission permanente dispose du pouvoir d'adopter une telle proposition de délibération. M. Thiroux indique que la délibération 86 du 25 août 2010 habilite en son article 2 l'ACP à examiner les affaires courantes et urgentes et estime que ces 3 propositions transactionnelles remplissent ces conditions. M. Michel relève que la proposition de délibération ne détaille pas les montants des transactions concernées et s'interroge sur les conséquences juridiques de cette situation. S'agissant du cas particulier d'Air France et en réponse à M. Michel, il est précisé que la période relative aux 13,7 millions CFP court d'avril à juin 2010. M. Michel estime que ce niveau de dépenses est en très sérieuse augmentation si l'on se réfère aux années précédentes. M. Thiroux indique que cette période correspond à la phase préparatoire du 8e congrès des signataires qui devait initialement se tenir en début d'année et qui s'est en définitive déroulé à Paris le 24 juin 2010. Cela a notamment généré un nombre élevé de déplacements. Il est confirmé à messieurs Michel et Lanier que le montant total des sommes consacrées par le Congrès au secteur transport aérien se montera pour l'année 2010 à 35 millions CFP. M. Bretigny souhaite savoir si les montants dont il est question s'agissant des propositions de transactions concernant les collaborateurs politiques ont d'ores et déjà fait l'objet d'un accord entre les parties. M. Thiroux précise que ces montants sont effectivement le résultat d'une négociation qui est proposée aux élus avant d'être formalisée. En réponse à M. Bretigny qui pointe le risque d'ôter toute marge de manœuvre au Congrès en fixant par délibération les montants de ces indemnités transactionnelles, M. Thiroux indique que cette approche se heurte à la doctrine de la Pairie qui se réfère au décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire à des établissements publics locaux de la Nouvelle-Calédonie, rendant obligatoire la production d'une délibération spécifique d'approbation. En réponse à M. Michel, il est précisé que les 2 collaborateurs politiques intéressés n'ont pas fait l'objet depuis leur licenciement d'une embauche par une autre institution. Il est également confirmé que ces indemnités transactionnelles ont vocation à s'imputer sur la ligne budgétaire ad hoc, consacrée spécifiquement au paiement de dommages et intérêts auxquels le Congrès peut être condamné et qu'elles n'affecteront pas les sommes dont bénéficient les groupes pour rémunérer leurs collaborateurs. Aucun commissaire ne souhaitant formuler d'observations supplémentaires, la Commission procède ensuite à l'examen de la proposition de délibération. Bien, des observations? S'il n'y a pas d'observation, nous passons au projet de délibération, article 1er. Le secrétaire général du Congrès indique qu'une procédure d'appel d'offres est en cours d'élaboration et doit se conclure par un marché public pour l'année 2011. En réponse à M. Bretigny, le secrétaire général du Congrès précise que cet appel d'offres s'adressera aux agences de voyage. Cette solution est soutenue par M. Lanier et Bretigny car elle présente l'avantage de permettre l'utilisation de plusieurs compagnies aériennes et de faire bénéficier à l'institution des tarifs les plus avantageux. Afin de corriger une erreur matérielle, les commissions décident de réécrire l'article 1er ainsi qu'il suit. Article 1er. La transaction entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la société Air France, délégation régionale Pacifique Sud, visant à aménager le paiement par l'institution d'une créance de 13 750 381 francs, se rapportant des transports au titre de la gestion 2010, est approuvée. Avis favorable sur l'article 1er ainsi modifié. Merci. Pas d'opposition. Adopté. Article 2. Afin de corriger une erreur matérielle, les commissaires décident de réécrire l'article 2 ainsi qu'il suit. Article 2. La transaction entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et M. Jean Wadan-Émilie visant d'une part à réparer à hauteur d'1 811 167 francs le préjudice né du licenciement de l'intéressé au 2 mars 2010 et d'autre part à mettre un terme au litige se rapportant à ce licenciement est approuvé. Avis favorable sur l'article 2 ainsi modifié. Sur l'article 2, pas d'opposition, pas d'observation. Adopté. Article 3, afin de corriger une erreur matérielle, les commissaires décident de réécrire l'article 3 ainsi qu'il suit. La transaction entre Mme Nicole Robineau et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie visant d'une part à réparer à hauteur de 2 350 000 francs le préjudice né du licenciement de l'intéressé au 25 août 2008 et d'autre part à mettre un terme au litige se rapportant à ce licenciement est approuvé. Avis favorable sur l'article 3 ainsi rédigé, modifié. Cet article 3, pas d'opposition, adopté. Article 4. Sans observation, avis favorable. Pas d'opposition, adopté. Article 5. Les modalités de publication de cette délibération feront l'objet d'une étude réalisée par le directeur du Chémi. Avis favorable. Avez-vous une proposition, monsieur le directeur?
Oui, alors Monsieur le Président, vérification faite en tenant compte non seulement de la jurisprudence, mais également de la pratique des autres collectivités qui ont été amenées à conclure des transactions. Donc la délibération a vocation à être publiée telle qu'elle est rédigée, en indiquant également les montants. En revanche, ne seront pas annexés les protocoles transactionnels qui ont vocation à être conclus. C'est ainsi, en tout cas, que l'on procède habituellement sur ce type de délibération d'approbation. Bon, mais c'est pas parce qu'il y a des habitudes bonnes et des habitudes qui sont pas forcément bonnes. Non, mais cette fois-ci, c'est une habitude qui est corroborée par les règles de droit. Bon, d'accord, donc on maintient le texte, quoi. Publication. Oui. Donc maintien de l'article 5 du texte, pas d'opposition, la commission permanente a adopté. Bon, merci. Président. Oui, merci. Sur cette délibération, notre groupe s'abstiendra pour la raison suivante. Dans les deux cas, premier cas, négociation donc amiable de fin de conflit suite à un licenciement avec deux attachés politiques d'un groupe politique, et dans l'autre cas, règlement donc d'un certain nombre de billets qui pour l'essentiel ont concerné le déplacement de délégations dont nous n'avons pas fait partie pour la préparation du dernier comité des signataires à Paris. Dans les deux cas, nous ne sommes pas concernés par ces opérations, moyennant quoi donc nous nous abstiendrons sans nous y opposer. Très bien, donc ce sera noté dans le procès verbal. Donc nous passons au point... Pardon ? Oui. Juste pour vous stipuler mon abstention aussi, comme vous n'avez pas demandé de lever la main ou pas, je vous précise, et n'étant pas dans le groupe Calédonie Ensemble, je vous précise que je m'abstiens aussi. Oh, je croyais que vous y étiez. Ah bon ? Bah non. Je suis désolée de ne pas vous faire plaisir, donc, monsieur ce sera noté. Pas d'autres observations, donc la commission permanente a adopté avec les abstentions qui ont été indiquées. Quel est le sujet prochain à l'ordre du jour ? Alors, proposition de loi du pays, numéro 2 du rassemblement UMP, portant affectation de recettes fiscales. Donc, le rassemblement propose la candidature de Monsieur Georges Naturel. Quels sont ceux qui sont pour ? La candidature est approuvée. Ensuite, nous avons eu deux autres propositions. Deux autres propositions de loi de pays. Alors, proposition de loi de pays La numéro 3, portant modification de la répartition de dotation de fonctionnement, qui a été déposée par le Calédonie Ensemble. Par Calédonie Ensemble. Donc il s'agit de désigner un rapporteur. Quelle est votre proposition ? Monsieur le Président, sur les deux projets de loi, en fait, sur le 3 et le suivant, je vous propose la candidature de Monsieur Philippe Michel. Bien. Est-ce que nous avons d'autres candidatures ? Mais pas d'autres candidats pour ces deux propositions-là. Donc, ah oui, ces deux propositions. Parce qu'il me semblait que Corinne David avait donné une... Non, c'est pas pour ça. Mais je ne sais pas pour laquelle, je me demande si c'était pas pour la commission consultative d'évaluation des charges. Bon, elle avait pas. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, ce sont des propositions de Calédonie Ensemble, ça me paraît normal que le rapporteur soit de Calédonie Ensemble. Donc Philippe Michel, sauf opposition, est désigné comme rapporteur. Donc troisième désignation, c'est ça ? Il nous faut un suppléant à la commission consultative d'évaluation des charges. Alors c'est là que Corinne David s'est proposée ? A proposé Pascal Vittori. Elle a proposé Pascal Vittori. Donc nous avons une proposition Pascal Vittori. Pas d'opposition ? Pascal Vittori est désigné comme suppléant. Que nous avons épuisé l'ordre du jour, monsieur le secrétaire général ? Non.
pour information, qui était le titulaire Monsieur Harold Martin. En fait, il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Et dans le cadre de la désignation qu'on a opérée en juillet, c'était Monsieur Breténier titulaire et avec comme suppléant Monsieur Wamitan, et le président du Congrès avait été désigné à qualité mais sans suppléant. Voilà. D'accord, merci Monsieur Thiron. La date d'ouverture de la session budgétaire 2010-2011. Donc je vous propose de la fixer le lundi 22 novembre 2010. Ça avait été arrêté en conférence des présidents. C'est une proposition de la conférence des présidents qui est donc retenue dans ce projet de délibération. Pas d'opposition? Voilà. Donc la date d'ouverture de la session budgétaire est fixée au lundi 22 novembre. Elle ne pourra excéder 2 mois, comme le prévoit le Et la première séance se tiendra donc le 30 novembre. Alors, le secrétaire général m'a dit que la première séance se tiendra le 30 novembre. Également arrêté par la conférence des présidents. Tel que la conférence des présidents l'a arrêté. Sur demande du gouvernement, si vous vous rappelez, à la dernière réunion de la conférence des présidents, on avait prévu un calendrier budgétaire. Et on maintient ce calendrier à l'exception qu'on reviendra devant toutes les petites commissions en amont. Voilà. Mais ce calendrier-là sera arrêté la semaine prochaine à l'occasion d'une nouvelle réunion de la conférence des présidents. Voilà.